Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Vous regardez et écoutez l'émission Regard panafricain sur For You Media Africa, votre chaîne panafricaine. Eh bien, nous parlons ce soir, dans le cadre de cette émission Regard panafricain, bien entendu, de la CEMAC au vu de l'actualité, mais surtout de l'intégration sous-régionale ainsi que le rôle que pourrait jouer le président Faustin-Archange Touadéra qui aujourd'hui est à la tête de la sous-région, disons-le ainsi. Eh bien, dans une sous-région où l'intégration sous-régionale justement peine encore à convaincre, où les enjeux sont quelque peu bafoués, un nouveau dynamisme s'impose peut-être. L'on essaiera dans le cadre de cette émission de revenir justement sur ces différents enjeux, mais également d'étayer l'opinion publique sur le rôle que pourrait jouer le nouveau président de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale en la personne du professeur Faustin-Archange Touadéra, qui n'est nul autre que le président de la République centrafricaine. Va-t-on y arriver finalement avec les différents enjeux, les différentes attentes et espoirs, bien sûr des populations, mais également de l'opinion panafricaniste et internationale avec cette arrivée du professeur Archange Touadéra, des questions qui seront bien entendu passées sous le regard panafricain de notre invité, qui n'est nul autre que Edmond Kouyaté ce soir. Bienvenue à vous. Merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir Madame Begoudé, bonsoir à tous ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. J'ai bien compris que nous étions en multiplex. Donc on a à la fois des auditeurs et des téléspectateurs. Et donc, je leur adresse mon bonsoir et merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. L'on démarre les hostilités juste après cette transition. Et je le disais tout à l'heure, la CEMAC a aujourd'hui un nouveau président pour une période donnée. Et celui-ci, âgé de 66 ans, arrive juste après le président camerounais, Paul Biya, qui a dirigé bien sûr cette communauté de la sous-région pendant plusieurs années. Il faut rappeler qu'au sein de cette sous-région, plusieurs questions sont à l'ordre du jour depuis plusieurs années déjà. Il faut rappeler, on parle du franc CFA, on parle d'une fusion CESC-CEMAC, on parle d'une intégration sous-régionale et même de commerce entre les différentes parties, c'est-à-dire les différents pays, qui peinent justement à s'implémenter. Dans le cadre de cette émission, l'on tentera de comprendre pourquoi et comment, mais surtout d'étayer, comme je le disais, sur le rôle que pourrait jouer le président Faustin-Archange Touadéra dans l'avancement de l'implémentation de ces différentes solutions. Edmond Kouyaté, vous êtes avec nous dans le cadre de cette émission, peut-être pour planter le décor. On a aujourd'hui un président centrafricain à la tête de cette communauté des États, bien sûr de la sous-région Afrique centrale. Que peut-on espérer, premièrement, de ce président ou alors que peut-il inspirer réellement? Je crois que la première erreur que nous devons arrêter de commettre, c'est de personnaliser des questions aussi sensibles. Monsieur Archange Touadéra, que je connais assez volontariste, oui. Je vais dire, peut dégager tout le dynamisme et la vitalité qu'on lui connaît, mais il reste qu'il est tributaire d'un ensemble de choses. Il reste astreint à un ensemble de contraintes. Je vais dire, vouloir personnaliser, c'est donner l'impression que ses prédécesseurs ne savaient pas quoi faire. Ou alors qu'il manquait la touche nécessaire pour propulser les choses. Il ne s'agit pas de ça. On parle bien de communauté. Oui. Et donc, on pourrait en d'autres termes parler de copropriété. Et donc, dans une copropriété, vous comprenez que la décision ne revient pas à une seule personne. Quand on parle de copropriété, ça veut tout simplement dire que la décision est collégiale. Vous pouvez avoir
la belle idée peut-être de rafraîchir les murs de l'édifice. Oui. Vous pouvez avoir la belle idée de changer de peinture et même de changer la structure. Mais si ça heurte la sensibilité des autres copropriétaires, vous comprendrez que vous ne ferez absolument rien. Et donc, pour moi, il s'agit davantage de poser la question, qu'est-ce que les chefs d'État doivent faire? Peut-être sous la houlette de leur président. Oui. Je rappelle que le rôle du président ne lui confère pas tous les droits Tous les pouvoirs. et tous les pouvoirs. Comme je l'ai dit, il reste tributaire d'un ensemble de choses. Et donc, voilà, la question aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce que les chefs d'État, qu'est-ce que le leadership, holistiquement parlant, de la sous-région doit faire pour impulser une nouvelle dynamique et résoudre les problèmes que vous avez cités et qui aujourd'hui constituent les tares et les avatars de l'avancée de la sous-région CEMAC. En termes d'intégration, et je dois dire que quand on parle d'intégration, ça se décline sous plusieurs dimensions. C'est l'intégration économique, c'est l'intégration culturelle, c'est l'intégration politique. Oui. Donc ça se décline sur un ensemble de dimensions. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que on passe du stade de la simple coopération pour arriver à une véritable intégration? Je rappelle qu'au jour d'aujourd'hui, quand on parle de CEMAC, c'est une organisation dont la nature elle-même repose sur un cercle de multilatéralité entre les États. Et donc, il faudrait qu'on sorte de cette multilatéralité simple pour arriver à une véritable intégration. Et là, quand on parle d'intégration, il ne s'agit plus du sommet, du top-down, il s'agit maintenant de la base, c'est-à-dire que le citoyen lambda doit pouvoir s'épanouir dans l'ensemble de la sous-région sans être astreint à un certain nombre, n'est-ce pas, de conditionnalités tel que c'est le cas aujourd'hui. C'est très difficile pour un Camerounais de se rendre aisément au Gabon, en Guinée équatoriale, peut-être dans d'autres pays. Peut-être qu'il y a certains pays qui font déjà un peu l'effort d'assouplir, n'est-ce pas, les conditions d'accès à leur pays, à leur territoire, mais c'est pas suffisant. Et donc, je crois que tout au long de cette émission, nous allons questionner fondamentalement les conditions à mettre en place pour pouvoir, n'est-ce pas, véritablement arriver à une véritable intégration sous-régionale. Merci Edmond Kuaté. Justement, l'on parle là directement des défis qui attendent le président Faustin Archange Touadéra, mais également ses pairs, puisque on l'a si bien rappelé tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on est président de la sous-région qu'on prendra toutes les décisions tout seul. D'ailleurs, le président Touadéra le rappelait lors de sa première intervention après le sommet. Il s'agit pour lui d'implémenter peut-être, d'imposer une certaine impulsion, mais il faut l'accompagnement de ses pairs. Durant la mandature du président Paul Biya, certains observateurs avertis estiment qu'il a fait de son mieux pour libérer la sous-région de cette monnaie entre guillemets nazie, comme le disent certains également, mais il n'a pas pu bénéficier de l'accompagnement de tous les États. Vous croyez aujourd'hui que ça peut être différent? Alors, la question monétaire en zone CFA, je préfère le dire ainsi parce que c'est pas que la CEMAC qui est concernée. Oui, effectivement. Lui et moi également est concerné. La question monétaire requiert davantage un courage politique. Oui. Et une décision collégiale. Je dirais même un courage collégial. C'est-à-dire que un seul président, quelle que soit sa volonté, sa force, sa témérité et même son courage, il ne peut pas réussir à le faire. Il ne peut pas réussir. Donc aujourd'hui, il est question que l'ensemble des chefs d'État de la zone franque, du moins parlons de la sous-région CEMAC, c'est ce qui nous intéresse ici, oui, que l'ensemble des chefs d'État dépassent un certain nombre de considérations pour pouvoir s'élever au niveau du courage qu'il leur faut pour aborder cette question dans toute son efficacité. Parce que techniquement, je dis bien techniquement, il n'y a rien à faire. C'est connu de tous
y compris de ces chefs d'État, qu'il n'y a aucun avenir, n'est-ce pas, de nos États en termes de développement avec la monnaie CFA. Techniquement, c'est prouvé. Et je dois dire que avant, après, je vais dire l'avant-dernier sommet tenu ici à Yaoundé, toujours sous la houlette du président Paul Biya, un comité avait été mis en place, un comité technique pour réfléchir sur la question monétaire CFA. Et ils ont rendu un rapport qui est, ma foi, assez excellent et qui, n'est-ce pas, étale avec beaucoup d'efficience les limites du franc CFA sur notre développement. Quand vous lisez ces rapports, il est tout simplement péremptoire qu'il n'y a pas de perspective de développement avec le CFA. C'est clair, c'est connu de tout le monde. Alors maintenant, il y a deux alternatives. Soit avec, n'est-ce pas, je vais dire, la pression de la France, qui est le véritable propriétaire, on va aller à une espèce de réforme paramétrique, c'est-à-dire toucher quelques petits points, mais tout en gardant la structure, n'est-ce pas, en conservant la structure dans toute sa vigueur. Soit les chefs d'État vont dire nous n'en voulons plus et on va donc procéder à des réformes de fond, des réformes structurelles de fond et, n'est-ce pas, en finir avec cette monnaie comme vous l'avez appelé tantôt, et je suis d'accord avec vous, le terme n'est pas exagéré, c'est une monnaie nazie, parce qu'elle a justement été copiée sur la monnaie nazie que Hitler, après l'occupation de la France, avait imposé à la France pour pouvoir siphonner, n'est-ce pas, les biens de la France. Donc, le modèle a été calqué, donc c'est pas exagéré d'appeler ça une monnaie nazie. De Gaulle a tout simplement fait un bis repetita et il nous a imposé cette chose-là, dont nous souffrons encore, les affres se font encore ressentir aujourd'hui. Et donc, la question monétaire, c'est une question de courage. Je n'ose pas dire volonté, parce que j'ai l'intime conviction, à moins de penser que nos chefs d'État sont tous animés par un esprit diabolique et qui ne veulent pas nous voir décoller, et donc ils n'ont pas la volonté, ce qui n'est pas le cas d'après moi. Je pense qu'ils ont la volonté. Mais manque de courage. Mais manque de courage. Parce qu'ils sont inspirés par des exemples très fâcheux. Je dois rappeler que tous les chefs d'État qui se sont frottés à la question monétaire CFA s'y sont piqués. Si je ne prends que quelques exemples, je prends le cas de Modibo Keïta du Mali en 1973, qui déclare qu'il ne veut plus rester dans cette histoire de monnaie CFA et vraiment il a saisi formellement la France pour dire il ne veut plus sortir, il ne veut plus rester dans cette communauté monétaire et il pense que comme l'indique le contrat, n'est-ce pas, parce qu'il y a un accord entre la France et les pays utilisateurs du franc CFA qui dit que celui qui ne se sent plus à l'aise dans cette communauté peut dénoncer le contrat et en sortir. Et sauf que lui, quand il a dénoncé, et il a dit qu'il devait en sortir, mais 2 jours après, on a trouvé un Hubert Lulu pour lui faire un coup de tas, et c'est ce qui a été fait. Donc Modibo Keïta, on lui a fait un coup de tas tout de suite, on l'a dégagé de là, et après on l'a exilé, où il en est mort après. Ça, c'était en 73. Après lui, il y a, n'est-ce pas, le président togolais, Olympio, qui a également annoncé, n'est-ce pas, sa volonté, parce qu'il avait tout de suite compris que c'était de l'entourloupe et qu'il n'y avait pas d'avenir réel avec le CFA. Et je dois dire que si je dois rentrer un peu dans le côté technique du CFA, vous comprendrez tout de suite de quoi on parle, parce que lorsqu'on dit comme ça, je ne veux pas dire les néophytes, mais certaines personnes qui ne sont pas très au fait des questions monétaires ne comprennent pas de quoi nous parlons et croient que c'est une fuite en avant. Oui, que nous sommes dans la diabolité. Et que nous sommes dans la diabolité. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de, si je dois rentrer là-dedans, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit de manière péremptoire qu'il n'y a aucune perspective de développement avec le CFA. Le CFA a été structuré pour siphonner
les ressources gratuitement, les ressources des États utilisateurs. Pour maintenir les États utilisateurs dans deux dimensions économiques, la première, c'est faire de ces États des réservoirs des pourvoyeuses de matières premières. Et l'autre dimension, c'était une masse de consommation n'est-ce pas, du superflu industriel des États industrialisés. C'est pour ça que vous voyez tous ces États-là dépendent à 80-90% de l'importation pour leurs besoins de consommation domestique. Ils importent même jusqu'aux choses qui peuvent pousser derrière dans leur jardin. Ils importent cela. C'est la structure du franc CFA. Et donc, je disais, Olympio qui avait compris ça, lorsqu'il a abordé la question, on a suscité un autre kidam, un colonel Eyadema, et on l'a assassiné à l'ambassade des États-Unis. Alors, Sankara également en a fait les frais, Kadhafi en a fait les frais lorsqu'il a suscité, n'est-ce pas, la monnaie commune africaine. Je veux dire, Tundian Poemi, qui a longtemps élaboré sur la question, en a fait les frais. Il est mort bizarrement dans un accident et tout le monde sait aujourd'hui qu'il a été assassiné parce qu'il a osé, n'est-ce pas, élaborer la question du CFA. Et donc les chefs d'État, ils le savent. Ils savent qu'à chaque fois qu'on s'y frotte, on s'y pique. Et c'est pour ça que j'ai dit, ça demande beaucoup de courage de franchir une ligne tout en sachant qu'on va y payer de sa vie, ou alors pour le moins de son pouvoir. Et bon, sachant quel est le rapport que l'ensemble de ces chefs d'État ont avec le pouvoir, personne ne veut y être chassé d'une manière aussi brutale que l'a été le président Gbagbo et le président Kadhafi et les autres qui, n'est-ce pas, qui ont fait preuve d'indocilité à l'égard, n'est-ce pas, de la mère patrie. Donc voilà la question de fond. Vous avez très bien compris avant la rencontre des chefs d'État que M. Naondo, qui était le président de la commission, il me semble, a évoqué la question et il a dit même qu'il était question pour les États africains de rapatrier, n'est-ce pas, leur réserve de change, et même qu'ils ne voulaient plus voir, n'est-ce pas, les cadres français au sein de, comment vous l'appelez, des organes de décision de la BIA. Mais curieusement, vous avez vu que les chefs d'État ont botté en touche, ils n'ont même pas abordé la question. Donc vous comprenez que c'est une question qui est connue de tous, mais qui est sensible et qui est frais. C'est donc un boulet à jamais à porter aux chevilles des États africains de la zone franc. Ça signifie qu'aujourd'hui, les dénonciations, les différentes conversations, les analyses, elles ne servent donc à rien et que jamais on en sortira parce que les chefs d'État ne seront jamais armés de courage. Edmond Kouyaté. Je n'ose pas dire ça. Je pense que les choses bougent quand même. Je vais dire... la France aujourd'hui a conscience que c'est plus des choses qui vont tenir longtemps. La France en a conscience. Vous avez vu l'entourloupe que M. Macron et M. Ouattara ont essayé d'imposer aux autres chefs d'État dans l'UEMOA, ça n'est pas passé. Alors que la CEDEAO travaillait sur une monnaie commune à la zone CEDEAO depuis 1980, et ils avaient, pendant longtemps, ils ont pris la peine, n'est-ce pas, je vais dire, d'élaborer les critères de convergence, parce que pour qu'il y ait une monnaie commune, étant donné que les pays, les États n'ont pas toujours la même taille, la même structure macroéconomique, ils n'ont pas toujours la même structure budgétaire, et ils ne sont pas toujours soumis aux mêmes réalités économiques. Alors, donc, il faut, pour imposer une monnaie commune à une zone, il faut élaborer un certain nombre de critères de convergence. Ça peut être des critères de convergence techniques ou politiques. Alors, la CEDEAO avait, depuis 80, travaillé donc sur une monnaie, n'est-ce pas commune, qu'ils avaient baptisé l'ECO. L'ECO, oui. Alors que c'était encore en cours et qu'ils arrivaient déjà à des résultats, M. Macron et M. Ouattara, ils ont pris tout le monde de court, ils ont annoncé une monnaie éco à la zone UEMOA, pas la zone CEDEAO, mais à la zone UEMOA. Bon,
Écoutez, ils avaient même annoncé la date, n'est-ce pas, de sortie. Ils avaient dit que c'était pour juillet 2021. Mais vous avez très bien compris que ce n'est pas passé. Pourquoi? Parce que tous les autres chefs d'État, y compris les chefs d'État de la zone UEMOA, le Bénin, le Togo, ils ont dit non, cette histoire, ça ne va pas passer comme ça. Nous n'en voulons pas. Ils ont dit, nous ne voulons pas un CFA tout simplement retouché de manière paramétrique. Nous voulons une monnaie réelle qui puisse garantir, n'est-ce pas, un socle de développement économique réel dans nos États. C'est ce qu'ils ont dit. Et tout le monde a opposé une fin de non-recevoir à M. Macron et à M. Ouattara. C'est ce qui a été fait. Donc aujourd'hui, la France est consciente que les États africains ne veulent plus de cette histoire-là. Et donc je pense que nous allons arriver à un stade où les choses vont s'imposer d'elles-mêmes. Vous connaissez aujourd'hui ce qui se passe entre la France et les États africains, où la France estime que le sentiment anti-français va très montant en Afrique. Oui, c'est normal. Ça va aller crescendo. Et donc, c'était pour vous répondre, pour vous dire qu'on ne peut pas penser que le travail des analystes, des experts et de tous ceux qui, chaque jour, n'est-ce pas, en ont fait un cheval de bataille, ce travail, il n'est pas vain. Et je crois que les chefs d'État aussi, c'est ce matraquage-là que les experts et les analystes font au quotidien. C'est ce matraquage-là qui a bousculé un peu les tympans des chefs d'État pour leur dire, mais vous ne pouvez pas rester continuellement sous, alors que c'est pour ça qu'ils ont été obligés de mettre un comité d'experts pour réfléchir sur la question, même si après ils n'ont pas eu le courage nécessaire, n'est-ce pas, d'exploiter le rapport et de prendre les décisions qui s'imposent. Et on peut comprendre je peux comprendre leur situation, même si je ne veux pas expliquer, parce que normalement, en tant que chef d'État, vous devez faire le boulot que le peuple attend de vous, c'est-à-dire prendre les décisions qui vont dans le sens, n'est-ce pas, de garantir leur bien-être, de garantir leur épanouissement à court, à moyen et à long terme. Le CFA ne le fait pas, je l'ai déjà dit de manière catégorique et formelle, le CFA ne le fait pas. Et donc, ils ont peut-être manqué le courage de le faire, mais je n'ose pas dire que jamais cette question ne sera abordée. Je crois on est dans une situation, excusez-moi, où les choses, même sans la volonté des chefs d'État, même sans le courage des chefs d'État, les choses vont s'imposer d'elles-mêmes. Il y a une jeunesse africaine qui est très dynamique, qui est très active et qui est très au fait des questions sensibles et qui n'est plus prête à se laisser museler, à se laisser voler son avenir, à se laisser voler son bien-être, à se laisser manipuler comme la France l'a fait, n'est-ce pas, pendant les périodes d'obscurantisme. Aujourd'hui, nous sommes à une période des Lumières, maintenant qu'on est dans un petit village planétaire. Donc la France ne peut plus venir raconter des cancans aux gens comme elle le faisait avant. Venir raconter des cancans aux gens, parler de l'aide au développement, parler de l'aide publique au développement, parler de ceci, de l'aide humanitaire. Aujourd'hui, les gens ne comprennent plus ça, puisque les jeunes Africains savent très bien que la France fait partie des pays les plus misérables. Quand vous ouvrez la télé matin, midi, soir, quelle que soit la chaîne, on vous parle des grèves en France. La France n'arrive pas à faire... La France est bloquée aujourd'hui à cause d'une petite histoire de réforme des retraites, parce que la France n'a pas d'argent pour payer les retraités. Et donc voilà un pays qui ne peut pas s'occuper de ses retraités, qui est bloqué, les raffineries sont bloquées, les transports sont bloqués, tout est bloqué, tous les secteurs d'activité sont bloqués, parce que la France a un déficit de 10 000 milliards d'euros pour payer ses retraités. Et donc ce n'est pas cette France qui va venir aider 15 pays africains, ce serait illusoire d'être au fait de ces informations et continuer quand même d'espérer que la France, cette même France, va venir construire, n'est-ce pas, le développement de 15 pays. Et donc les jeunes Africains sont très au fait de cela. Ils vont bousculer cette France jusqu'à ce qu'elle soit dos au mur et qu'elle lâche finalement prise. Edmond Kuaté, parlons de cette intégration économique. Lorsqu'on parle de l'intégration économique dans la sous-région d'Afrique centrale, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur justement si on n'a pas de monnaie et qu'on ne peut échanger entre les différents États que ce que chacun fabrique sur son territoire?
Alors, je vous ai dit que quand on parle d'intégration, il faudrait que les gens fassent le distinguo entre coopération et intégration. L'intégration, c'est la forme la plus achevée de la coopération. Oui. Et donc, quand on parle d'intégration, cela se passe dans la structure pyramidale sous une forme horizontale. C'est-à-dire que, de manière vraiment libre, que le citoyen, que l'ensemble des citoyens des pays membres de la communauté puissent se déployer, n'est-ce pas, dans tout l'espace communautaire de manière aisée, sans être astreint à un certain nombre de contraintes, que ce soit administrative, que ce soit politique ou de toute autre forme. C'est ça qu'on appelle l'intégration. Alors, on va donc parler d'une intégration économique, la possibilité pour un citoyen de partir de son pays pour aller s'épanouir économiquement dans toutes les autres, dans tout le reste tous les autres États. États. Oui. On va également parler de l'intégration culturelle, n'est-ce pas? Le fait de se retrouver, de s'exprimer culturellement partout et se sentir chez soi. C'est ça l'intégration. Mais toujours sans entraver au bien-être de ceux que tu trouves sur place. Oui. C'est ça l'intégration. C'est-à-dire l'intégration, c'est la capacité pour moi, Camerounais, à aller m'exprimer et à aller m'épanouir économiquement, culturellement et politiquement en Guinée équatoriale, au Gabon, au Tchad, sans porter atteinte à l'épanouissement du Tchadien, du Gabonais, du Guinéen et du Centrafricain. C'est ça l'intégration. Pour ce faire donc, il faut définir ce qu'on appelle les facteurs d'intégration. Il faut définir ce qu'on appelle les politiques communes dans chaque secteur de l'intégration. Il faut les définir. Oui. Comment est-ce que moi, opérateur économique camerounais, je pars au Gabon, mener mes activités économiques, mais sans gêner le Gabonais qui est fait dans le même secteur que moi, sans entraver l'activité du Gabonais qui est dans le même secteur que moi, tout en garantissant le bien-être du Gabonais. Comment est-ce que le même Gabonais peut venir chez moi, n'est-ce pas, s'épanouir économiquement, culturellement, sans porter atteinte à mon bien-être, à moi, qui suis déjà installé, qui suis camerounais installé sur place. C'est ça qu'il faut définir. Ça s'appelle les politiques communes, les facteurs d'intégration. Il faut les définir. Est-ce que ça s'est fait? Il me semble que non. Quelles sont les politiques communes même en matière d'agriculture en Afrique centrale? Parce que les gens parlent d'intégration, j'ai envie de comprendre. Quelles sont les politiques communes en matière d'agriculture en Afrique centrale? C'est-à-dire que si je veux aller faire l'agriculture en Guinée équatoriale, le document référentiel, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on autorise par exemple comme engrais dans l'espace? Qu'est-ce qui est interdit? Quel est le type de culture? Est-ce que dans la communauté, on a listé comment est-ce qu'il faut produire un certain nombre de cultures chez nous? Il me semble que ce n'est pas encore fait. Donc, quand on parle d'intégration, il y a du boulot à faire. Et au lieu de gaspiller aussi le temps de tout le monde, rabâcher les oreilles des citoyens africains de la zone CEMAC avec des discours, je pense qu'il est temps qu'on se concentre sur la définition des politiques communes d'intégration. Vous savez, il y a ce que j'appellerais les entraves à l'intégration. C'est la peur qu'expriment les autres, certains pays dont la taille est toute petite sur le plan, par exemple démographique, à se voir envahir par les pays dont la taille est très importante sur le plan démographique. Je vous ai dit que quand on parle de copropriété, il faut faire très attention à ce que chacun dans sa chambre se sente à l'aise
Et que même si je dois partir de ma chambre pour, n'est-ce pas, venir dans la vôtre, que je ne vienne pas occuper tout votre lit et que vous couriez le risque de vous retrouver à dormir à même le sol dans votre propre chambre. Oui. C'est de ça dont il est question. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui que la Guinée équatoriale est très réticente en matière d'intégration. Pourquoi? Prenez son histoire. La Guinée équatoriale en tant que pays moderne ne date que de 2000, des années 2000. Avant, c'était un petit, parlons comme ça, sans ostentation hégémonique, mais c'était un tout petit, un poussé aux côtés du Cameroun. Oui. Et donc, avec, n'est-ce pas, je vais dire, le miracle pétrolier, c'est devenu un pays important. Ils ont bâti, ils ont constitué un patrimoine, ils ont constitué un label GE, Guinée équatoriale, dont ils sont jaloux, dont ils veulent préserver aujourd'hui. Alors, ils sont conscients de leur retard par rapport à l'éducation, par rapport à la formation, par rapport à l'expertise. Ils sont conscients de leur retard sur beaucoup de plans. Alors, ils sont conscients également que le Cameroun a quand même une longue histoire, malgré ce qu'on peut dire en interne. On a nos bisbilles, mais ils sont quand même conscients que sur le plan de la formation, la preuve, c'est que c'est les Camerounais, c'est la main-d'œuvre camerounaise qui a construit la Guinée. Donc, ils sont conscients que les Camerounais ont une avance sur eux en termes de, sur tous les plans, sur le plan démographique. Et c'est une population qui est très dynamique, qui est très éveillée. Et bien plus dense. Et bien plus dense. Alors, ils se disent, ils n'atteignent même pas 1 million d'habitants. Ils font à peine 1 million. Pour qu'on compte le million, il faut qu'on ajoute tous les étrangers qui y vivent. Alors, ils se disent, nous ne sommes qu'1 million. Et on est voisins de 30 millions de personnes. Ça veut dire que si jamais, et on vous dit très bien que la diaspora camerounaise avoisine les 8 millions à l'extérieur. Alors, ils sont conscients que seulement la diaspora camerounaise peut constituer, n'est-ce pas, leur effectif, leur démographie 4-5 fois. Et cela justifie un mur, et cela justifie la difficulté d'intégration? Cela ne justifie pas, je n'essaye pas de justifier, j'essaye d'expliquer leurs appréhensions. Oui. Ils ont peur. Ils se disent, mais si on laisse faire, un matin, c'est un Camerounais qui va nous dire, même qu'il est candidat, et il a les moyens, s'il faut aller démocratiquement, il a les moyens même de devenir président. Parce qu'ils savent que les Camerounais ont l'expertise, ils ont, comme je l'ai dit tantôt, ils ont une longueur d'avance sur eux sur beaucoup de plans. Oui. Et donc ils se disent, écoutez, si on laisse faire, si on ne place pas des bornes à ne pas franchir, un matin on va se réveiller, il y aura plus de Camerounais en Guinée équatoriale que les Équato-Guinéens. Et si en termes de rapport démographique, ils prennent le dessus sur nous, écoutez, il ne restera plus qu'à ce qu'ils nous disent ce que nous devons faire chez nous en Guinée équatoriale. Oui. Que ce soit eux qui définissent les règles chez nous. Donc voilà autant d'appréhensions, autant d'inquiétudes que seule la définition formelle des facteurs d'intégration, n'est-ce pas, peut résoudre. Il n'y a que ça. C'est-à-dire qu'on dise, par exemple, qu'on définisse les conditions dans lesquelles on peut se mouvoir économiquement dans l'espace communautaire. Qu'on définisse. Qu'on vous dise, par exemple, que quand vous arrivez en Guinée équatoriale, si vous trouvez qu'il y a un Guinéen qui fait de l'eau minérale, par exemple, voilà les conditions dans lesquelles vous devez aussi produire de l'eau minérale. Pour ne pas, n'est-ce pas, je vais dire, entraver l'activité de celui que vous avez trouvé. Qu'on dise par exemple que si vous avez trouvé qu'il utilisait tel moyen de production, vous ne devez pas utiliser tel autre moyen de production qui supplante. Voilà. Vous devez peut-être vous conformer, à défaut de vous conformer, vous devez utiliser un autre moyen, mais qui ne soit pas celui qui vienne tuer son activité à lui. On devrait par exemple dire, de manière formelle, que si vous vous installez dans un pays tiers pour des raisons économiques, vous devez éviter
n'est-ce pas, de vous mêler dans leurs affaires internes politiques. Vous n'avez pas le droit de vote, vous n'avez pas le droit, n'est-ce pas, de donner même votre opinion sur leurs affaires politiques, ça les regarde. Vous n'avez pas le droit d'être candidat à ci ou à ça. Il faut le dire de manière formelle. Est-ce que ça n'empêche pas justement de se sentir chez soi partout où on se Non, trouve il faut qu'on commence déjà par là. Peut-être on va évoluer avec le temps. Peut-être que lorsqu'on se sera bien intégré, vous savez, on dit souvent chez nous, vous pouvez venir par curiosité, après vous restez par conviction. Oui. On dit également chez nous que la femme commence déjà par vous rendre visite, après elle devient fiancée, après elle devient épouse. Mais vous ne pouvez pas tout de suite demander qu'elle devienne épouse si elle ne sait même pas déjà qui vous êtes. Je crois qu'il faut déjà commencer quelque part. Si vous regardez par exemple dans l'espace Union européenne, c'est tous les jours qu'ils améliorent les conditions, n'est-ce pas, de circulation dans l'espace Union européenne. C'est tous les jours qu'ils améliorent. Rien n'est parfait. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les autres ont des inquiétudes qui sont réelles. Et il faut trouver donc maintenant les moyens d'aplanir leurs inquiétudes. Oui. Il faut trouver les moyens de les rassurer et de faire en sorte, parce qu'en réalité, tout l'espace CEMAC, c'est relativement 60 millions d'habitants. D'habitants, oui. Alors, vous voyez que vous ne pouvez même pas envisager, n'est-ce pas, l'installation d'industries réelles avec 60 millions. C'est un marché qui est trop petit. C'est pour ça que on plaide pour, n'est-ce pas, pour ce que la CEAC avale, n'est-ce pas, la CEMAC, parce que avec la CEAC, vous allez ajouter, par exemple, la RDC qui a une taille de 150 millions d'habitants à peu près, et là, ça devient un peu beaucoup plus important. Là, vous pouvez donc définir un marché réel avec un potentiel de consommation important. Et donc, vous pouvez envisager des techniques modernes de production. En sachant que en face il y a du répondant en termes de consommation. Mais si vous vous confinez dans votre CEMAC, je dis c'est 60 millions. Et si même dans votre CEMAC, vous devez encore, chacun doit se confiner dans son compartiment en disant moi j'ai peur que les Camerounais viennent ici. Vous ne faites qu'1 million d'habitants. Ça veut dire que vous ne pouvez même pas installer une industrie en Guinée équatoriale avec 1 million d'habitants. Vous n'avez pas un potentiel de consommation réel, donc vous n'avez pas de marché. Alors pour que la Guinée équatoriale installe une industrie sérieuse, il faut que la Guinée équatoriale compte sur la sous-région. Il faut que la Guinée équatoriale se dise, je vais produire chez moi et je vais écouler ça dans la sous-région. Et vice-versa. Et donc, ça ne va pas dans l'intérêt de quelqu'un de bloquer le processus d'intégration. Mais je veux tout simplement dire que dans cette intégration, il faudrait que les uns et les autres se sentent suffisamment à l'aise et tranquilles, rassurés, que du jour au lendemain, ils ne seront pas avalés par les autres. C'est cette inquiétude que j'essaye d'expliquer sans justifier le blocage. Il ne devrait pas avoir blocage. Oui. En tant que panafricaniste, vous savez que pour moi, le Guinéen devrait se sentir au Cameroun, chez lui. Le Camerounais devrait se sentir au Tchad, chez lui. Le Tchadien devrait se sentir au Gabon, chez lui. Je ne pense même pas qu'il devrait avoir des barrières politiques. Je me dis que si moi Camerounais, je peux m'exprimer politiquement plus au Gabon qu'au Cameroun, je devrais me sentir à l'aise d'y aller. Moi, en tant que panafricaniste, c'est ce que je défends. Parce que nous pensons que l'Afrique ne sera forte que le jour où elle parlera d'une seule et même voix. C'est ce que nous pensons. C'est pour ça que nous plaidons pour les États, n'est-ce pas, les États-Unis d'Afrique. Bon, l'Afrique subsaharienne, hein, écoutez, bon, d'accord, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, c'est ce pourquoi moi je plaide. Mais je peux comprendre que avec l'installation et les interférences extérieures, il y a forcément beaucoup d'habitudes qui se sont développées et donc aujourd'hui, les gens se cramponnent un peu sur ce qu'ils pensent être leur chose à eux. Ils ne veulent pas qu'on le leur arrache. On peut comprendre cela, mais je pense qu'avec le temps, le monde qui est en train de devenir un village planétaire, la mondialisation qui s'impose comme une réalité incontournable à tous, je pense qu'avec le temps, même la nouvelle génération guinéenne va comprendre. Et peut-être que les old schools qui sont là et qui voient les choses sous les pentes vertiginales aujourd'hui, je pense qu'ils vont dégager et qu'une nouvelle génération va dire, mais écoutez,
Pourquoi ne pas laisser tout le monde venir s'exprimer autant qu'il veut? Moi-même guinéen, j'aspire à aller m'exprimer au Cameroun si jamais ça me plaît. Donc je pense qu'on va en arriver là, mais en attendant, il faut qu'on trouve le moyen de contourner le blocage qui s'impose. Contourner ce blocage qui s'impose, Edmond Kouyaté, est-ce que ça passe justement par ce nouveau dynamisme? Écoutez, vous parlez là d'anciens, vous avez dit des old school, voilà. Il faut dire que dans la sous-région CEMAC, ça pullule quand même des anciens présidents, des familles au pouvoir depuis belle lurette. On a l'impression qu'il y a une toute petite différence venant de la République centrafricaine. On aurait voulu le dire venant du Tchad, mais c'est toujours la famille Déby. On a donc l'impression qu'il y a une toute petite différence venant de la République centrafricaine, ce qui impose un certain espoir. Peut-être pas en la personne Touadéra, mais en ce que la personne incarne, Edmond Kouyaté. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui on peut parler de lui en termes d'un président de la CEMAC qui sera face à plusieurs défis et qui, évidemment, devra travailler avec un groupuscule d'autres dirigeants, mais qui devrait quand même, en tant que, je ne vais pas dire leader, mais dirigeant, apporter sa propre touche personnelle et pouvoir imposer une certaine dynamique. Et de cette dynamique-là, certains observateurs veulent bien croire qu'en se basant sur, disons, les décisions politiques en République centrafricaine, les réformes ou alors les décisions économiques toujours dans le pays, il y aura forcément quelque chose de nouveau. Alors, l'homme Touadéra, oui. La méthode Touadéra, jusqu'ici, a porté ses résultats au moins en Centrafrique. D'accord. On a bien vu comment il s'est démerdé pour bouter la France dehors. On a très bien vu comment il s'est démerdé également pour contourner, l'obstacle CFA en créant le Sangocoin. Donc la méthode de Touadéra jusqu'ici a prouvé son efficience, que nous saluons. Mais vous avez également trouvé que, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, qu'il est tributaire d'un ensemble de choses. Vous avez très bien compris que l'activisme français a payé pour que les autres chefs d'État rejettent, n'est-ce pas, la crypto-monnaie comme une réalité à intégrer dans la sous-région. Ça, c'est l'activisme français qui a payé. C'est pour ça que je dis, je salue vraiment avec beaucoup de déférence la méthode de Touadéra. Oui. C'est un monsieur qui est pétri de bonne volonté. Ça, il faut le dire. Parce que il faut beaucoup de courage pour faire ce qu'il a fait. Vous savez, dans la vie, il faut savoir reconnaître les mérites des gens. Oui. Il faut beaucoup de courage. Il faut se coucher à, il faut avoir 1 heure, peut-être 5 minutes de sommeil seulement par jour pour avoir le courage qu'il a eu. S'attaquer à un monstre, peut-être monstre au moins sur le plan imaginaire, parce qu'il faut avouer que la France a toujours inspiré une peur bleue à tout le monde, surtout aux chefs d'État, et beaucoup plus du côté de la Centrafrique. Et donc, il a au moins réussi à infléchir la vapeur, la tendance. Et cette fois-ci, il a fait les choses avec beaucoup de maestria, il a chassé la France, et il a contourné, n'est-ce pas, cette épine-là que nous avons tous dans notre chaussure, le CFA, en créant le Sangocoin. Mais est-ce que ça va marcher avec ses pairs africains? Est-ce que s'il veut impulser la même dynamique dans l'espace communautaire, est-ce que ça va marcher? Vous voulez dire, est-ce que les pairs vont accepter également cette crypto-monnaie? Bien sûr. J'ai commencé par vous dire que nous sommes en copropriété. Oui. Et donc, ce que vous décidez, la manière dont vous décidez de dresser votre lit dans votre chambre, c'est pas avec les mêmes couleurs de drap que vous allez imposer à tous les autres dans leur chambre. Ils pourront très vite vous dire, monsieur, arrête-toi, jusqu'ici, pas plus loin. Et donc, c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai pas l'impression que les autres chefs d'État étaient si médiocres que ça, ou qu'ils manquaient de vitalité ou de dynamisme. Mais je crois tout simplement qu'ils ont très vite compris que, en fait, ils ne sont pas 6 acteurs, mais ils sont 6 acteurs plus 1.
Et que le plus 1 là, il est l'élément le plus déterminant dans la communauté. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Je vais vous raconter une petite anecdote. Qui s'impose ou alors qui est déterminant? Il est déterminant. Okay. Je vais vous raconter une petite anecdote. Allez-y. Après la dévaluation du franc CFA en 1994, et avant la dévaluation, il y avait 2 acteurs majeurs qui s'opposaient à la dévaluation. Il y avait au Cameroun le président Biya et il y avait en Côte d'Ivoire le président Houphouët-Boigny. Vraiment, ils étaient fermement opposés. À l'époque, le président du FMI, M. Michel Camdessus, avait mis la pression, avec l'appui de M. Chirac, avait mis la pression. Les deux disaient niet. M. Boigny avait dit niet. M. Biya dit niet. Pas de dévaluation. Et finalement, en décembre 1993, M. Boigny, il est décédé. Il meurt et M. Biya se retrouve seul en Afrique centrale. L'autre locomotive en UEMOA a disparu. M. Biya se retrouve seul. Pour l'humilier un peu, on décide de dévaluer les francs CFA et c'est son ministre des Finances de l'époque, je crois M. Antoine Timi, qu'on appelle pour venir lire le communiqué de la dévaluation du franc CFA. C'était une grosse humiliation. Et le président Biya a payé un peu cela très cher parce que le Cameroun fait partie, je crois, le seul pays qui n'a pas bénéficié des appuis budgétaires de la France après la dévaluation. C'est pour ça que pendant que les autres pays augmentaient leur salaire, le Cameroun a procédé à 3 coupes salariales. Oui. Et donc en 1996, très embêté par cette histoire de franc CFA, le président Biya se retrouve à un sommet de l'Union africaine et il approche ses pairs. À l'époque, M. Konan Bédié est président je crois, en Côte d'Ivoire. M. Bongo est encore vivant. Et Abdou Diouf est président au Sénégal. Et donc, il les approche. Il leur dit vraiment, les gars, cette histoire de CFA, vraiment, il est temps qu'on réfléchisse comment en sortir. Il n'était pas encore parti de là, que Paris était déjà au courant. Et il n'avait pas encore atterri à Yaoundé que le téléphone avait sonné 6 fois. Parce qu'on voulait lui dire qu'est-ce qu'on entend là. Et donc, ça fait qu'il est devenu une espèce de paria. On ne l'invitait plus en France. On ne voulait plus entendre parler de lui. Il ne bénéficiait plus de rien. Et le Cameroun en a bavé. On a même refusé de nous inscrire à l'initiative PPTE. Il a fallu qu'il multiplie, qu'il plie les chines pour qu'on nous inscriva à l'initiative PPTE, dont nous avons atteint le point d'achèvement en 2006. Alors, c'est pour vous dire, si vous avez compris, parce que beaucoup de gens se posent la question, pourquoi le président Biya ne va plus au sommet de l'Union africaine? Mais c'est depuis 1996 qu'il a pris cette décision. Parce qu'il s'est dit, mais écoutez, je ne peux pas me dire quelque chose avec des amis, des frères, que je considère des frères. C'est une question qui nous concerne tous. Et avant que je n'ai pas tourné le dos, on n'est même pas encore sorti de la salle qu'ils ont déjà fait le rapport à Paris. Et à l'époque, c'est le président Bongo qui fait, vous voyez que je ne dis pas paix à son âme, c'est monsieur Bongo qui fait ce job. Et donc, c'est pour vous dire qu'avec des attitudes pareilles, les chefs d'État sont très conscients, même pour parler de ça avec leur père, ça devient difficile. Parce que vous avez peur que vous allez aborder la question. En sortant de là, l'autre aura pris le téléphone pour appeler Paris et lui dire, mais le gars là vient de me parler d'un truc, je crois qu'il a des intentions qui ne sont pas bonnes. Donc voilà cette suspicion qui règne entre les chefs d'État. Mais au moment où le Cameroun a subi justement cette farouche colère, entre guillemets, de Paris, et puis a subi cette différente, je vais pas dire trahison, mais disons des coups bas de la part des différents autres pays. Pourquoi cette idée justement de se détacher totalement et d'être le noyau de cette impulsion n'est pas venue? Il est venu plutôt de faire désormais du suivisme et de l'absentéisme. Vous savez qu'il y a des contraintes techniques. Oui. C'est difficile tel que nous avons été enlacés dans cette histoire.
C'est difficile pour un pays aujourd'hui de dire je vais sortir, je vais battre ma monnaie. C'est très difficile, il faut faire très attention. Nos réserves de change se trouvent logées dans le compte des opérations au Trésor français. Ok. Et donc, vous n'allez pas lui dire, gars, remets-moi mes réserves de change comme ça. Donc, les gars ont des moyens coercitifs sur vous. La France a un moyen coercitif très fort sur nous. Vous savez que la France peut bloquer vos importations. Et si la France bloque vos importations seulement sur une semaine, imaginez-vous une semaine pour un pays dont la consommation domestique dépend à 80% de l'importation. Imaginez-vous que la France dit seulement que, ça dit que je ne convertis pas, je ne compense pas vos effets cambiaires, vos instruments cambiaires, c'est-à-dire vos lettres de crédit sur 2 semaines. Imaginez-vous. C'est-à-dire que tous les commerçants là, les importateurs de riz, d'huile, de blé, de tout ce que vous imaginez que nous importons ici, de poissons et tout ça, que la France dise seulement je ne convertis pas vos instruments cambiaires même seulement sur 2 semaines. Vous imaginez ce que ça peut faire? C'est lourd. Et donc la France a ces moyens là de coercition. Vous avez vu ce qu'on avait fait, ce qu'ils ont fait au président Gbagbo. Il manquait même des médicaments dans la pharmacie. C'était très compliqué. C'est pas des enfants de cœur, ça, il faut le savoir. Et donc, les présidents, ils ont conscience de cela. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, en ma qualité de citoyen, je peux être très caverneux contre eux parce que j'attends d'eux un certain nombre de devoirs qu'ils doivent remplir. Ils ont choisi d'être leaders et donc en tant que leader, je ne veux pas savoir les défis qui sont les vôtres. Oui, vous devez nous satisfaire. Moi, j'ai besoin de ceci et je demande ça, un peu comme un bébé qui crie. Quand le bébé crie, il ne veut pas savoir si le papa a laissé 2000 francs à la maman, il dit j'ai faim et puis c'est tout. Maman, j'ai faim. Donc moi, je peux me tenir dans cette posture et être très caverneux et crier très fort. Mais quand je prends ma casquette de quelqu'un qui creuse un peu la profondeur de ces choses-là et qui a une légère connaissance des miasmes et des méandres, n'est-ce pas, de ces choses-là, je peux comprendre. Je peux comprendre leurs difficultés, je peux comprendre leurs peines, je peux comprendre également leur gêne. Et donc, de ce fait-là, il faut savoir que c'est des gens qui sont soumis à un ensemble de contraintes et ils sont très au fait d'un certain nombre d'enjeux. Je vais pousser le cynisme un peu plus loin pour vous dire que les phénomènes nouveaux qui naissent tous les jours sur le plan sécuritaire, vous croyez que ça tombe comme ça, comme d'un chapeau de prestidigitateur? Non. Le Boko Haram qui a sévi aux portes du Cameroun et qui aujourd'hui est réduit à sa portion congrue. Vous croyez que c'est sorti comme ça? Demandez aux chefs d'État, ils vont vous dire qu'ils savent d'où est venu le Boko Haram. Vous parlez de terrorisme, mais ils savent d'où ces gens-là viennent et ils savent qui est derrière, qui fait quoi et pourquoi c'est même là. C'est des moyens de coercition, c'est des moyens de menace. Non, écoutez, le terrorisme, c'est pas un truc qui sort comme ça d'un chapeau de prestidigitateur ou alors qui est tombé du ciel par l'opération du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui a planifié, il y a quelqu'un qui a, n'est-ce pas, financé, qui a donné des armes. On ne fabrique pas les armes dans les déserts du Sahel ou c'est pas à l'extrême nord, à Kousséri. On fabrique pas les armes là-bas. Et donc, lorsque vous voyez des gens en plein désert de Kousséri, de N'Djamena et dans les forêts de Sambisa, qui réussissent à vous sortir des pick-up rutiles en neuf, avec des chars, avec des armes de dernière génération, vous devez bien comprendre que c'est sorti de quelque part. Et donc, les chefs d'État sont conscients de cela. Et que c'est des instruments qu'on agite tout le temps à leur porte pour leur rappeler que vous avez un certain nombre d'obligations vis-à-vis de nous. C'est pourquoi je dis souvent aux jeunes que le changement dont nous espérons ne peut que se faire de manière horizontale et non de manière verticale. Parce que dans la verticalité, les contraintes, ça semble très facile, mais je vais dire,
les barrières en termes vertical sont tellement importantes que même si on vous parachutait à la place de ces gens-là, vous allez regarder de deux choses l'une. Soit vous êtes honnête et vous dites ah non, ça moi je peux pas, je dépose. Soit vous, n'est-ce pas, vous faites comme tout le monde et vous commencez à rabâcher le même discours, la même rengaine en disant demain je ferai ceci, attendez l'année prochaine ce sera meilleur, jusqu'à ce que les gens se rendent compte que vous avez passé 20 ans comme nous passons en Afrique. Vous avez rappelé tout à l'heure que que nous avons affaire à des old schools, effectivement. Vous avez 39 ans d'un côté, 41 ans de ce côté, ou bien c'est 43 ans, au Gabon, c'est 42 ans, plus quelques années, si vous voulez, de fils, ça va faire une 50aine d'années. Oui. Alors, il n'y a que le jeune Archange Touadéra qui est nouvellement arrivé et puis qui essaye un peu de bousculer. Donc ces gens-là, ils sont conscients des enjeux, ils savent ce qu'ils ont comme défi, et c'est pour ça que c'est très difficile parfois de leur porter des jugements. Donc on devrait les plaindre carrément, car ils sont toujours en train de, mais on ne voit pas d'acheminement, on ne voit pas d'aboutissement. Ouais. Edmond Kieté, j'aimerais poser une question, car on aura bientôt terminé dans le cadre de cette émission. Eh bien, lorsqu'on cite toutes ces difficultés et tout ce qui va avec, vraiment, c'est je veux dire, c'est totalement objectif ce que vous dites. Aujourd'hui, les pays africains, les chefs d'État africains ont forcément des manières de contourner tout cela. Parlons juste de l'industrialisation sur les différents territoires d'Afrique. Pourquoi ne pas se pencher sur cette question-là pour contourner justement les difficultés et peut-être après avoir un peu plus de poids? Sauf si je fais une mauvaise lecture. Ah non, vous ne faites pas une mauvaise lecture. D'accord. Là, vous abordez la question infrastructurelle de l'intégration. Oui. L'intégration aujourd'hui chez nous ne peut pas être une réalité parce que pour qu'il y ait intégration véritable, il faut qu'il y ait la mise en place d'un ensemble de structures d'accompagnement, notamment les voies de communication. Oui. Vous êtes d'accord avec moi que il est plus facile pour vous de partir de Douala pour Paris, c'est 6 heures de temps, que de partir de Douala pour Maroua, par exemple. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que les infrastructures routières ne sont pas bonnes. Et si vous prenez l'infrastructure ferroviaire, ça s'arrête à Ngaoundéré. Et Douala, Ngaoundéré qui autrefois se faisait entre 18h et 11h, aujourd'hui, je crois que ça va jusqu'à 13h. C'est-à-dire quand vous partez de Douala à 18h, vous arrivez le lendemain, je crois, entre midi et 13h. Et celui qui est parti de Douala pour aller à Berlin ou à Paris, il est arrivé, il a même eu le temps d'aller travailler jusqu'à rentrer. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, vous êtes d'accord avec moi que si vous vous mettez à fouiller un billet d'avion là tout de suite, il vous sera plus facile rapidement de trouver un billet sur Bruxelles ou sur Berne ou sur Vienne ou sur Genève, plutôt que de trouver un billet sur Libreville ou sur machin ou sur un pays, n'est-ce pas, voisin. Ce sera, et je crois que le prix sera sensiblement le même alors que vous êtes à côté. Donc, il y a un problème d'infrastructure, des voies de communication. Donc, ça c'est l'une des tares, n'est-ce pas, à notre intégration. Mais non, vous avez posé le problème d'industrialisation qui justifie même, qui explique le faible taux d'échange entre les pays africains. Parce qu'aujourd'hui, les échanges dans nos pays, les échanges intra-africains sont en deçà de 5%. Et même dans notre zone, je ne crois même pas que ça atteigne 2%. Je vais dire dans la zone CEMAC, oui. Je ne pense pas que ça atteigne 2%. Pourquoi? Je vais vous poser une question. Le made in CEMAC, c'est quoi? Je vais dire, si vous allez au Gabon, c'est pour acheter quoi? Ce qui se vend au Gabon. Ils ont quoi là-bas? Ce qu'il y a au Cameroun. Mais ce qu'il y a au Cameroun, c'est que vous avez les mêmes sources d'approvisionnement. Ils importent là où vous importez aussi. S'ils n'importent pas de la Chine, ils importent de l'Europe. S'ils n'importent pas de l'Europe, ils importent de la Turquie.
c'est les mêmes choses que vous allez trouver. Vous produisez quoi au Cameroun? Quand vous ne produisez pas du bois, vous produisez du pétrole, ou du coton, ou du café. Au Gabon, c'est la même chose qu'ils produisent. Effectivement. Mais vous allez acheter donc quoi là-bas? Vous échangez quoi entre vous? Vous n'avez rien à échanger. Pareil au Tchad. Ils produisent quoi? Ils produisent du pétrole. Je crois que même leur budget est à 80% adossé sur le pétrole. Centrafrique, ils produisent quoi? Ils produisent rien. Donc vous voyez que sur le plan macroéconomique, vous avez des structures quasiment identiques, à l'exception du Cameroun qui est dans une économie d'envergure. Tous ces autres pays sont dans une économie d'échelle avec sensiblement le même produit. Sensiblement. Et donc, vous allez échanger quoi? Parce que vous ne produisez rien. Et vous avez les mêmes problèmes. Pour répondre à ta question industrielle, vous avez les mêmes problèmes. C'est que, qui dit industrie, dit énergie. L'industrie repose sur l'énergie. Il n'y a pas d'industrie sans énergie. Et vous avez les mêmes problèmes en Afrique centrale. C'est que vous n'arrivez même pas à donner l'énergie domestique à vos citoyens. C'est-à-dire que si tu vois le Camerounais, il pleure du délestage. Pendant qu'il pleure, le Tchadien va lui dire: mon frère, chez toi on ne coupe même que 24 heures, pardon, laisse-moi, j'ai la lumière 2 heures par semaine. Avant qu'il n'ait fini de pleurer, le Centrafricain va lui dire: je ne sais même pas ce qu'on appelle lumière. Moi, pour avoir la lumière, il faut que j'aille à PK5 ou alors que je me déplace pour aller à Bangui. Voilà les réalités de l'Afrique centrale. C'est le même cas en Guinée équatoriale, c'est le même cas au Gabon. Donc vous voyez que vous avez les mêmes défis. C'est pour ça que je disais qu'il faut que les gens travaillent d'abord sur les politiques communes. S'ils travaillaient sur les politiques communes, à définir les facteurs d'intégration, ils auraient compris que l'une des menaces à leur intégration, c'est d'abord le faible taux d'échange qu'il y a entre eux. Et ce faible taux d'échange se justifie par un faible taux de production. Leur production est quasiment égale à zéro. Ils ne produisent rien. Tous importent ce qu'ils consomment et tous produisent ce qu'ils ne consomment pas. Ils auraient commencé par comprendre cela et ils auraient commencé par étudier les potentiels de production de chaque pays et de se dire: le Cameroun a un potentiel de production de tel produit, tel produit, tel produit. Nous allons en faire notre hub de production qui va, n'est-ce pas, ravitailler toute la sous-région. Le Gabon a un potentiel de tel produit. Nous allons n'est-ce pas, mettre un accent sur sa production pour ravitailler tout le monde. Et ça fait qu'in fine, il y a ce qu'on appelle les propriétés communes. C'est-à-dire, par exemple, que on peut décider qu'on va produire le caoutchouc. Par exemple, au Cameroun, on va transformer le caoutchouc au Cameroun et on va ravitailler toute la sous-région avec des pneus. Et qu'on va dire que bon, désormais, il n'y a plus d'importation des voitures avec pneus en zone CEMAC. On peut importer désormais les voitures, mais tous les pneus vont se consommer en zone CEMAC. Ça veut dire que vous avez préservé votre marché, par exemple du caoutchouc, et on définit comment est-ce que cette industrie pneumatique doit être encadrée pour que tous les 6 pays trouvent leur compte. On peut avoir, en termes de proportionnalité d'ingénierie, des ressortissants de chaque pays pour contribuer à la production. C'est ce qu'on appelle les politiques communes de production. Vous pouvez commencer par regarder le potentiel énergétique dans chaque pays et de se dire: le Cameroun a un gros potentiel hydroélectrique qui est par exemple de 25 000 MW. Si on exploite les 25 000 MW, quelle peut être la proportion, la quantité à mettre à la disposition des autres pays membres? Parce que le Cameroun, s'il a 25 000 MW, évidemment qu'il ne va pas consommer les 25 000 MW, c'est beaucoup. Et donc, qu'est-ce qu'on peut mettre à la disposition de tout le monde? Et là, à partir de là, on se dit par exemple que, ou alors on dit la Centrafrique, à partir de Lubangui offre un potentiel par exemple de 12 000 MW. Bon, nous allons mettre nos moyens ensemble pour pouvoir exploiter cela. Et les 12 000 MW vont nous permettre de ravitailler, n'est-ce pas, les pays à concurrence de tel nombre de mégawatts. Voilà ce qu'on appelle les politiques communes. Mais vous n'entendez pas parler de ça.
Vous nous fatiguez, tous les jours on nous fatigue avec des questions, je sais pas trop à quoi cela, passeport CEMAC. Vous en êtes encore à ce niveau, passeport CEMAC. Vous voyez que si vous n'êtes qu'au niveau du passeport, vous ne pouvez pas parler des questions énergétiques. Mais les questions énergétiques ont été abordées, c'était, disons, en 2019, avec pour but d'être justement mise sur pied, ou du moins avec un potentiel de réalisation des chantiers entre 2021 et 2025. Nous sommes donc en 2023 et on a l'impression que les constructions de ponts, les constructions de voies express ou encore, disons, de routes, je n'oublierai pas justement les aménagements hydroélectriques des différents barrages qui permettent par exemple au Cameroun, au Gabon, au Congo et à la République centrafricaine d'interchanger ces énergies-là. C'est qu'aujourd'hui, ces questions, elles sont bottées en touche parce qu'il n'y a pas d'avancement, tout simplement. On parle donc de quoi? Si vous voulez aller relire toutes les résolutions des sommets des chefs d'État de la zone CEMAC, vous n'allez que lire de très bonnes choses et de très bonnes intentions. Mais en termes pratiques, il n'y a rien. Dites-moi, quand ils se sont séparés à Yaoundé là, quel est le comité qui a été mis sur pied pour le suivi de ces résolutions avec obligation de résultat? Quel est le comité qui a été mis sur pied? Ils ont pondu un communiqué, ils ont lu toutes les résolutions, comme ce que tu as lu là en 2019. Ils vont se retrouver, je vois, c'est tous les 2 ans, ils se retrouvent tous les 2 ans. Il y aura de nouvelles résolutions. Ils vont encore pondre. Aucun suivi sur le bilan de chacun. Mais quel est le comité technique qui est chargé du suivi de ces résolutions avec obligation de résultat? Parce qu'en temps normal, il devrait y avoir un comité de suivi, n'est-ce pas, de ces résolutions, qui devrait, avant le prochain sommet, rendre compte de l'état d'avancement des autres. On devrait commencer par là. Les chefs d'État ne doivent pas tout le temps nous bloquer les routes, dépenser notre argent pour se retrouver, parce que c'est quand même notre argent qu'ils utilisent pour payer pour prendre leur avion, aller se retrouver, d'accord. Mais ils ne devraient pas se retrouver tout le temps sans nous dire ce qu'ils ont fait des résolutions passées. Mais moi, je vois les journalistes sont toujours très enclins à tendre le micro pour demander quelles sont les résolutions. Mais je veux que quelqu'un leur dise, mais Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on a fait des résolutions de l'année? Mais cette fois-ci, les journalistes n'ont même pas pu tendre leur micro, il n'y a pas eu de conférence. Vous comprenez donc qu'il n'y a pas grande chose à attendre d'eux. Eux-mêmes sont conscients qu'ils sont là juste pour amuser un peu la galerie. Mais ils font rien. Et donc, honnêtement, ce qu'il faut dire, c'est que le label CEMAC n'existe pas. L'outil de production en zone CEMAC n'existe pas. Le moyen de production en zone CEMAC n'existe pas. Et donc, le taux d'échange en zone CEMAC est nul, est 0. Parce qu'il n'y a même d'abord rien à échanger entre ces différents pays. Parce que, comme je l'ai dit, leur production est identique. Et c'est des choses dont les citoyens n'ont pas besoin. Quand vous produisez le coton, moi je vais aller acheter le coton, le Cameroun produit le coton, tu vas vendre le coton à un Gabonais pour qu'il en fasse quoi? Lui-même il attend que les Chinois sortent le dernier jean et la dernière belle chemise et il va porter. Mais moi aussi je vais acheter en Chine comme lui. Donc, bon, le Cameroun produit le cacao. Tu veux qu'un centrafricain vienne acheter le cacao ici pour faire quoi? Il n'en a pas besoin. Mais il attend aussi les plaquettes du chocolat suisse, les meilleurs chocolats au monde, les meilleurs chocolatiers. Il attend ça aussi comme moi. Et quand il va croquer ça, il va dire je mange pas n'importe quoi. Voilà la réalité de chez nous. Et donc, aujourd'hui, il est très tôt pour moi de parler d'intégration si préalablement on n'a pas défini les facteurs d'intégration. Et comme je l'ai dit, les facteurs d'intégration se déclinent sur plusieurs dimensions. La dimension infrastructurelle, qui inclut justement la question énergétique, parce qu'on ne peut pas aborder la question d'industrialisation si préalablement on n'a pas résorbé l'épineuse question d'énergie. C'est une condition sine qua non à l'industrie, l'énergie. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a une crise énergétique dans le monde, vous voyez que l'industrie bat de l'aile et les prix flambent tout de suite. C'est le cas en zone Union européenne. Vous avez vu, quand ils sont allés provoquer Poutine,
Ils ne savaient pas, ils croyaient que c'était un jeu d'enfant. Mais au jour d'aujourd'hui, l'inflation en zone européenne la moyenne inflationniste est de 8,5%, parce que dans d'autres pays, on atteint les 15%. Vous le savez. Et vous avez vu la crise qui est en train de frapper le monde. On est en train d'entrer dans une crise financière.